Et juste, je vous dire juste un mot de l'étude qui ne sera pas présentée non plus sur les sténoses ésophagiennes. Donc c'est un travail qui vient du registre également à 1 an. Le projet, c'est de reprendre à partir de données du registre sur les 1400 patients, un petit peu moins, jusqu'à 2016, l'ensemble des enfants à 1 an pour voir la fréquence des sténoses anastomotiques, le nombre de dilatations et rechercher des facteurs associés à la survenue de sténose anastomotique. Et donc, on sait que dans les facteurs de risque de sténose, il y a la tension. Alors, c'est vrai qu'on va avoir des mal, on en a déjà parlé, on ne va pas en reparler, d'apprécier ce phénomène, la tension, la longueur du défect. Il y a également le reflux, mais tous les enfants sont traités vis-à-vis du reflux. Il y a quelques études qui montrent que la sténose est plus fréquente chez les petits poids et il y a 2 papiers, Ronnie en a parlé également, qui montrent que la sténose anastomotique est plus fréquente en cas de cardiopathie associée. Donc on va sûrement manquer de données exhaustives, mais avec une cohorte aussi importante, on va quand même pouvoir définir d'une part la fréquence de la sténose, le nombre de dilatations et éventuellement des facteurs associés à la sténose. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie Femme, pédiatre à Trousseau, et je vous présente l'étude FIDISI, que vous connaissez probablement puisque vous êtes beaucoup à y avoir participé, qui porte sur les troubles de l'oralité chez les enfants atteints d'atrésie de l'œsophage, qui a été initiée par Marc Belaïch, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, et qui a obtenu le soutien de Cracmo et le financement de la FAO. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur les troubles de l'oralité, on a pas mal parlé aujourd'hui, mais vous savez que lorsqu'on parle de troubles de l'oralité alimentaire, on ne parle pas que de l'alimentation, puisque toutes les fonctions dévolues à la sphère orale sont intriquées les unes avec les autres. Et lorsqu'on parle de troubles de l'oralité alimentaire, on ne parle pas non plus que de cavité buccale, puisque tout n'est pas qu'une histoire de bouche, comme dirait Marc, s'il était là. Tous les sens doivent être en éveil effectivement pour pouvoir manger. L'enfant doit pouvoir regarder l'aliment, il doit pouvoir le toucher, le sentir, pour enfin le porter à la bouche et ainsi manger. Lorsqu'on a une rupture de cette chaîne d'intégration sensorielle, eh bien, ce sont des enfants qui vont avoir une hyperréactivité de la sphère orale avec des réponses exagérées aux sollicitations. Comme vous pouvez voir ici, cet enfant qui a des défenses comportementales, il va pleurer, crier au moment où on va lui présenter l'aliment. Des défenses orales avec un enfant qui va soit refuser de le mettre à la bouche, soit le recracher, le vomir. Des défenses tonico-posturales avec cet enfant qui détourne complètement la tête à la vue de l'aliment. Et puis également des défenses tactiles avec cet enfant qui refuse de toucher l'aliment ou qui doit s'essuyer les mains lorsqu'il les a touchés. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé aux troubles de l'oralité dans l'atrésie de l'œsophage ? Eh bien, toutes les conditions sont réunies chez les enfants atteints d'atrésie de l'œsophage pour le développement de troubles de l'oralité, et ceci dès la période anténatale, avec des enfants qui vont avoir des vomissements de liquide amniotique. À la naissance, une absence des premières expériences orales positives avec à la place une intubation, une sonde de Replogue, donc une agression de la cavité buccale. Ensuite vient le temps opératoire qui va être source forcément de douleur, qui peut être source de lésions de petites branches du nerf vague. Et puis la période réanimatoire avec les multiples agressions de la sphère orale de nouveau, une nutrition artificielle plus ou moins prolongée et des douleurs de reflux. Et puis, comme vous le savez, des complications qui sont assez nombreuses pendant la première année de vie, avec des sténoses de l'anastomose, des exacerbations respiratoires et une dysmotricité œsophagienne. Donc, il y a 2 ans maintenant, on vous avait présenté ce projet qui était de faire un état des lieux des difficultés alimentaires et plus particulièrement des troubles de l'oralité alimentaire chez les enfants atteints d'atrésie de l'œsophage entre 1 et 4 ans. Donc, la première partie était descriptive pour étudier la prévalence de ces difficultés alimentaires. Et puis la deuxième partie, qui est quasiment finie, qui est la recherche de facteurs de risque associés à la survenue des troubles de l'oralité alimentaire chez ces enfants. Alors, donc, nous avons contacté tous les centres de compétences Cracmo, donc 34 centres contactés, pour inclure tous les enfants nés avec une atrésie de l'œsophage entre le 1er décembre 2013 et le 31 janvier 2016, pour qu'ils aient au moins 1 an au moment de l'inclusion, qu'on ait passé normalement la période d'introduction des morceaux. Et nous avons envoyé aux parents, à tous les parents, un score de Montréal qui est un score de dépistage des troubles de l'oralité. Ce n'est pas une étude très fine, mais il y a 14 questions qui sont remplies en 10 minutes par les parents. C'est un autoquestionnaire parental et qui explore différents axes de l'oralité, à savoir l'appétit, les fonctions orales, motrices et sensitives, l'anxiété maternelle face à l'alimentation et les réactions familiales face au repas. Et c'est un score qui est utilisable uniquement chez les enfants qui sont sevrés de la nutrition entérale. Donc on considère comme trouble de l'oralité dans notre étude les enfants qui ne sont pas sevrés de la nutrition entérale entre 1 et 4 ans ou les enfants qui ont un score de Montréal anormal.
Donc vous êtes 23 centres à avoir accepté de participer à cette étude. Nous avons donc contacté 252 patients répartis dans les centres que vous voyez apparaître ici. Et parmi ces 252 patients, 145 ont été inclus, soit 57% de la population. Alors on a comparé les caractéristiques de la population FIDISI avec les caractéristiques de tous les patients nés à cette période-là et vivant au moment de l'étude, au sein des 23 centres inclus et également au sein de la cohorte nationale des 34 centres qui avaient été contactés grâce à la base de données du registre CRACMO. On n'a pas de grosses différences dans les caractéristiques des patients. Vous pouvez voir qu'on a un taux de prématurité légèrement inférieur, mais on a 33% contre 36 à 39 dans la totalité des patients. On a un petit peu plus d'enfants nés petits pour la gestationnelle. Par contre, en ce qui concerne le type d'atrésie de l'œsophage, eh bien, on a un taux comparable de type 1 dans notre population et on a un tout petit peu moins d'associations malformatives parmi nos patients. Quand on regarde toujours les caractéristiques, la durée de ventilation invasive en réa était à peu près similaire au sein de la population FIDISI et au sein de la population totale. On a 16% de thoracoscopie dans notre population contre 18 et 17% quand on compare à la base de données. Et puis, de même, le nombre de sténoses de l'anastomose ou de reperméabilisation de fistules est à peu près la même. Donc on a une population qui est globalement comparable. Alors quand on regarde les résultats, eh bien, il y a 42% des enfants qui, entre 1 et 4 ans, présentent des troubles de l'oralité alimentaire au sein de notre population FIDISI, avec un enfant sur 10 qui nécessite une nutrition entérale sur sonde ou gastrostomie à cet âge. Il y a un retentissement. On a chez les enfants qui ont des troubles de l'oralité alimentaire une dénutrition dans 40% des cas, contre 15% des enfants qui n'ont pas de troubles de l'oralité alimentaire. Et quand on s'intéresse aux autres sortes de difficultés alimentaires qu'on a étudiées dans la population FIDISI, donc je vous ai dit 42% de troubles d'oralité alimentaire, on a 20% des enfants qui ont des fausses routes entre 1 et 4 ans et 43% des enfants qui présentent des blocages alimentaires à cet âge. Donc si on prend tous les enfants qui ont au moins une sorte de difficulté alimentaire parmi les enfants atteints d'atrésie de l'œsophage entre 1 et 4 ans, on est à 7 enfants sur 10. Donc je vous ai dit que l'étude multivariée de recherche de facteurs de risque est quasiment terminée, on aura la réponse à la fin de l'été. En tout cas, quand on regarde en univarié, on peut décrire des conditions qui sont associées à la survenue de troubles de l'oralité alimentaire. Et ce qui ressort, c'est le poids de naissance, avec les enfants nés petits pour la gestationnelle qui ont plus fréquemment des troubles de l'oralité alimentaire. Le type d'atrésie de l'œsophage avec les types 1 et le rétablissement différé de continuité qui ressort également en univarié. En ce qui concerne l'histoire en réanimation néonatale, bien, ce sont des enfants qui ont des durées de ventilation mécanique et non invasive plus prolongées. Et puis, ils ont également plus de complications, avec une durée d'hospitalisation cumulée la première année qui est plus importante, un pourcentage de sténose de l'anastomose et de reperméabilisation de fistules qui était plus important dans le groupe d'enfants qui présentent des troubles de l'oralité. Donc à voir en multivarié maintenant si on confirme ces résultats. Et également les difficultés respiratoires sévères que nous on a définies par la nécessité de nébulisation de corticoïdes ou d'antibiothérapie alternée au long cours, qui est également associée à la survenue de troubles de l'oralité alimentaire. En ce qui concerne les conditions qui ne sont pas statistiquement associées en univarié, qui vont être étudiées en multivarié, il y a la voie d'abord chirurgicale, qui ne ressort pas significativement en univarié, et l'âge au premier biberon, sachant qu'on a beaucoup de données manquantes sur ce paramètre-là. Une condition qu'on n'a pas pu analyser statistiquement parce qu'on n'a pas assez de patients, mais qu'on a évoqué ce matin, je voulais y revenir, pour l'association entre atrésie de l'œsophage et œsophagite éosinophile. Quand on regarde les dossiers de nos patients FIDISI, les biopsies étaient réalisées dans seulement 33% des endoscopies. En tout cas, on a retrouvé la NAPAT et une description de la NAPAT dans 33% des enfants qui avaient une endoscopie seulement. Parmi ces enfants, il y a 20% d'œsophagite éosinophile. On retrouve à peu près les 17% qui avaient été décrits dans la littérature. Et ces 4 enfants, donc c'est uniquement 4 enfants qui présentent une œsophagite éosinophile, ces 4 enfants avaient des troubles de l'oralité et des blocages alimentaires. Donc on réinsistait un peu avec Marc sur le fait qu'il faut vraiment penser à l'œsophagite éosinophile, surtout lorsqu'on a des symptômes de reflux avec un traitement IPP optimal, une sténose de l'anastomose récidivante et des enfants qui ont des dysphagies en l'absence de sténose œsophagienne.
Alors donc 4 enfants sur 10 présentent des troubles de l'oralité alimentaire. Bien sûr, il y a une importance de la prise en charge dès la période néonatale pour prévenir la survenue de ces troubles de l'oralité. Donc dès les premiers jours avec les positionnements dans le cocon, les sollicitations orales et non orales, sollicitations olfactives, et bien sûr ne jamais forcer l'enfant. Et puis ensuite, dans le suivi, on a remarqué en examinant les dossiers médicaux que les blocages alimentaires et les fausses routes étaient systématiquement mentionnés et recherchés pendant les consultations multidisciplinaires de suivi de ces enfants. Par contre, les troubles de l'oralité alimentaire étaient très peu recherchés, en tout cas c'était très peu mentionné dans les comptes rendus. Et donc bien sûr, peu pris en charge chez ces enfants. Et donc le score de Montréal, qui est bien sûr un score de dépistage uniquement, qui ne va pas permettre de caractériser finement les troubles de l'oralité, mais qui peut permettre de dépister ces enfants, est réalisable en 10 minutes dans la salle d'attente par les parents lors de la consultation, et il prend environ 5 minutes à être exploité par le clinicien. Voilà. Et puis, il y avait quelques images pour des petits exemples d'accompagnement de ce qu'on peut proposer de façon simple en consultation. Bien sûr, il faut une prise en charge multidisciplinaire et il faut accompagner le passage au morceau de ces enfants et d'autant plus les enfants qui ont une hypersensibilité tactile, mais ça, les orthophonistes et tous les paramédicaux formés à l'oralité sauront mieux le dire que moi, mais on peut leur proposer des jeux avec différentes textures pour qu'ils acceptent déjà de toucher l'aliment avant d'essayer de vouloir leur faire manger. Voilà, donc 4 enfants sur 10 présentent des troubles d'oralité, c'est que la partie immergée de l'iceberg, puisque bien sûr, qui dit trouble d'oralité dit retentissement sur la famille, expérience sensorielle négative, dénutrition, un vécu de l'enfant difficile, et puis puisque tous les sens sont associés, on a également une association avec le retard de langage, alors là ça n'a pas été étudié dans cette population, mais c'est décrit, et des retards de développement sensorimoteur. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ce super travail. Il y a des commentaires ou des questions? Audrey? Non? On évoquait le lien avec le retard de langage. C'est vrai qu'à ce jour, il n'y a pas eu d'études qui prouvent que les enfants qui ont des difficultés alimentaires ont un retentissement sur le langage. Oui, d'autres facteurs de confusion, bien sûr, mais chez les prématurés, ils montrent une association entre troubles de l'oralité et retard de langage. Est-ce que c'est le lien avec l'oralité ou est-ce que c'est le lien, les deux, avec la prématurité, bien sûr. Mais ce serait intéressant de faire un état des lieux aussi là-dessus. On a l'impression clinique quand même que ce sont des enfants qui n'ont pas forcément plus de difficultés de langage que la population tout venant, mais ça pourrait être intéressant de creuser aussi ces aspects-là. Super, merci. Merci. Jérôme? Une question, merci pour l'étude. Tu nous as montré des corrélations entre des facteurs de risque et le risque de développer. Conditions associées en univarié, et on va faire les facteurs de risque avec indépendants. C'est actuellement en cours, on aura la réponse fin août. Est-ce que tu pourrais retrouver un groupe contrôle qui te permettrait de calculer des autres ratios? Parce que là, une corrélation c'est bien, mais avoir l'impact de chaque élément sur le symptôme, ce serait vachement intéressant. Un groupe contrôle, tu veux dire en utilisant le registre par exemple mais qui n'aurait pas de... Parce que là, c'est des enfants issus du registre, donc je... Oui, l'idée est de calculer l'impact de chaque facteur sur ton symptôme. Oui. Donc si tu as un moyen statistique de calculer l'autre ratio, ce serait sympa quand même. On va voir ça avec les statisticiens de Robert Debré. Je ne vais pas m'avancer. Ok, on continue avec Stéphanie.